Bienvenue à tous dans cette deuxième partie de Demain à la Une, une émission spéciale qui est consacrée à la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine voulait une blitzkrieg en Ukraine, mais il a été surpris par la résistance du peuple ukrainien. Quant à l'Union européenne et les États-Unis, à défaut d'intervenir militairement, ils ont décidé d'imposer de plus en plus de sanctions au régime russe jusqu'à aujourd'hui. Le président américain, de son côté, a confirmé que son pays n'achèterait plus le pétrole ni le gaz à la Russie. En revanche, en Europe, l'Allemagne s'oppose à un embargo sur le gaz, pétrole et charbon russe. Avec moi dans cette deuxième partie, j'ai le plaisir d'avoir Anne Maillet, qui est notre correspondante à Berlin. Bonjour Anne et merci d'être avec nous. Et à côté, nous avons Mathieu Maban, notre correspondant à Washington. Bonjour à vous deux et merci de vous être joints à nous. Merci Mathieu. Je commence justement avec vous. Joe Biden a annoncé le 8 mars qu'il a décidé de s'en prendre à ce qu'il a appelé l'artère principale de l'économie russe, à savoir le gaz et le pétrole. Mais les exportations russes à destination des États-Unis ne représentent qu'une part minime du commerce du pétrole en Russie, exactement 1,3% des exportations de pétrole pour la Russie en 2020. Quelle est l'importance de cette déclaration ou de cette décision aujourd'hui de la part des États-Unis ? Alors d'abord, oui, vous avez raison, les États-Unis sont loin d'être le principal client de la Russie dans le domaine énergétique, on le sait, mais tout simplement, la volonté de Joe Biden a été immédiatement de mettre en œuvre les menaces qu'il n'a eu de cesse de formuler avant le déclenchement de la guerre. Le président américain a toujours dit qu'il n'engagerait pas de soldats sur le sol ukrainien. L'époque où l'Amérique projetait des corps expéditionnaires pour intervenir dans des guerres qui ne sont pas les leurs, je cite, est révolue. L'Amérique rentre donc dans une autre époque, celle de l'expérimentation de ce que l'on peut raisonnablement appeler la guerre économique. Et pour cela, tous les domaines sont bons. Le blocage des systèmes bancaires, on pense au système SWIFT, est évidemment le plus efficace et a immédiatement eu un impact sur le cours du rouble. Mais même si le pétrole russe n'est pas un levier puissant pour déstabiliser Moscou, il devait, ne serait-ce que symboliquement, être actionné. C'est ce qu'a fait Joe Biden. Ensuite, on le verra tout à l'heure, il s'agit aussi, et je dirais même surtout pour Joe Biden, de donner une impulsion, montrer une direction, cette fois, aux grands consommateurs de l'énergie russe pour qu'ils fassent de même et cette fois en de beaucoup plus grandes proportions. Alors quand on parle de grands consommateurs, on parle entre autres de l'Allemagne. L'Allemagne, de son côté, importe de Russie 55% de son gaz, 42% de son pétrole ainsi que du charbon. Alors, François Hollande, l'ancien président français, disait cette semaine, aujourd'hui, il s'agit de choisir entre grelotter l'hiver prochain ou continuer à trembler face à Vladimir Poutine. L'Allemagne a choisi jusqu'ici, en tout cas, de ne pas tout couper. Il dit que les choses devraient se mettre en place petit à petit. Que pouvez-vous nous dire, Anne, de cette dépendance énergétique de l'Allemagne vis-à-vis de la Russie ? Bien, vous savez, l'Allemagne a amorcé sa transition énergétique il y a environ 10 ans en annonçant la sortie du nucléaire dans un premier temps. Les 3 dernières centrales vont fermer leurs portes en cette fin d'année 2022. Et puis, il y a eu aussi la sortie du charbon annoncée cette fois pour le début des années 2030. Et pendant tout ce temps, ces dernières années, Berlin, les gouvernements successifs ont tout misé sur le gaz et notamment sur le gaz russe pour accompagner cette transition et pour compenser l'arrêt de ces centrales. Et donc le résultat est là, 25% des besoins en énergie de l'industrie allemande sont couverts par le gaz. La moitié des foyers allemands se chauffent également au gaz. Alors évidemment, depuis quelques mois, la facture mensuelle explose. À la pompe aussi, l'essence et le diesel atteignent des records historiques. Mais le gouvernement allemand estime qu'un embargo sur les hydrocarbures russes aurait des conséquences encore plus dramatiques pour l'économie et pour la paix sociale également, ce qui explique donc ces réticences à souscrire à un embargo, pour l'instant en tout cas, sur les ressources énergétiques russes. Alors Mathieu, même si les États-Unis ne comptent pas beaucoup sur les énergies venant de Russie, le pays cherche aujourd'hui activement des alternatives. Alors avant de rentrer dans le détail de ces alternatives, à quoi ça sert de chercher des alternatives, encore une fois je le rappelle, quand on n'importe que 1,3% du pétrole du côté de la Russie. Est-ce que c'est pour aussi pouvoir mieux convaincre les alliés ?
Oui, bien entendu. On a entendu notre correspondante Anne Maillet à l'instant rappeler l'enjeu considérable que le gaz russe constitue pour l'Allemagne seulement, mais plus largement pour les Européens. Mais je dirais que ici, aux États-Unis, le sujet est d'abord lié à la politique intérieure. L'absence d'indépendance énergétique pour les États-Unis est l'un des piliers de la stratégie républicaine, pilier de la stratégie de communication de l'opposition pour dénoncer la fragilité de l'administration Biden. Avant même les menaces de Vladimir Poutine sur l'Ukraine, l'achat d'énergie à la Russie par l'Amérique était un sujet. Et je dirais que l'achat à la Chine l'était encore plus. L'embargo sur le pétrole russe est donc un signal fort envoyé par Joe Biden et un signal qui en appelle d'autres. D'abord, il vise à contraindre les Européens, on l'a vu, à faire de même, ce qui sera évidemment beaucoup plus compliqué, on l'a compris, notamment pour les Allemands, quand on connaît leur dépendance au gaz russe. On n'a pas cessé de le répéter. Mais pour Washington, vous avez raison, cela passe par l'exploration d'autres clients, d'autres pistes. Et c'est ainsi qu'on a vu cette délégation américaine se rendre à Caracas pour rencontrer les conseillers du président Maduro et étudier de nouvelles options d'importation de pétrole depuis le Venezuela. Rappelons que le Venezuela et les États-Unis ont rompu pourtant leurs relations diplomatiques depuis plus de 2 ans et que donc tout est à reconstruire. Ce que préférerait éviter Joe Biden, c'est évidemment d'avoir à se tourner vers l'Arabie Saoudite, qui pourrait être une autre option, ce qu'il devra faire néanmoins. Ce qu'il voudrait éviter, de se tourner vers l'Iran, ce qui serait... Pardon Mathieu, vous en mais tout à fait contradictoire avec la politique de sanctions exercée sur Téhéran. Absolument, mais revenons juste un petit peu à l'Arabie Saoudite. Alors vous avez parlé du Venezuela, de Maduro, il fait partie bien sûr, il est en tête des alternatives qu'étudie aujourd'hui Joe Biden et son administration, mais il y a aussi l'Arabie Saoudite de MBS, de Mohammed Ben Salman, même s'il est le prince héritier, c'est aussi un pays avec lequel les États-Unis semblent essayer de discuter, sauf que cette fois-ci, c'est pas tant les réticences américaines qui posent problème, mais ce qui semble, en tout cas jusqu'ici, et ça c'est le côté saoudien qu'il dit, c'est que aujourd'hui c'est l'Arabie Saoudite qui joue un peu le faiseur du roi, puisque en ayant cette carte entre les mains, on rediscute aussi du soutien par rapport à l'Arabie Saoudite dans la guerre contre le Yémen. Donc, à quel prix aujourd'hui et jusqu'où les États-Unis sont prêts à aller pour avoir du pétrole de l'Arabie Saoudite ou du Venezuela ? En fait, vous avez raison, c'est la bonne question. Jusqu'où les Américains sont disais prêts juste à la aller, guerre mais je dirais au Yémen que et la pas réponse contre le sera Yémen, ce qui formulée est par la différent. capacité des Américains. Pardon. Allez-y, Mathieu. La réponse sera formulée par la capacité des Américains à maintenir cette forme d'union sacrée qui s'est quand même nouée autour de Joe Biden au cours des dernières semaines et particulièrement depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Joe Biden aura les mains liées si l'opposition s'oppose à de nouveaux accords d'échange avec l'Arabie Saoudite. Il y a un passif extrêmement lourd avec l'Arabie Saoudite. Rappelez-vous, alors évidemment, les Trumpistes, qui sont, rappelons-le, qui restent majoritaires dans l'opposition, poussent dans cette direction. Les difficultés que rencontrera Joe Biden sont beaucoup plus liées à son l'aile gauche du Parti démocrate, dont le rôle sera absolument déterminant, notamment lors des prochaines élections de mi-mandat, qui, elle, mettra évidemment un carton rouge à toute forme d'accroissement des échanges d'ordre énergétique avec l'Arabie Saoudite. Alors Anne, le chancelier allemand Olaf Scholz rappelait il y a quelques jours que l'Europe à la base avait exclu exprès les sanctions sur les livraisons de l'énergie de la part de la Russie, des premières salves des sanctions, et que c'était quelque chose qui aurait un impact très lourd sur les économies européennes, peut-être déjà justement affaiblies entre autres par la pandémie du Covid. Mais est-ce que c'est si difficile de se passer du gaz russe ou du pétrole russe ou du charbon russe, même si aujourd'hui, on le voit en Allemagne, 54% de la population est pour ces mesures drastiques? Eh bien, sortir de cette dépendance, c'est possible, mais pas du jour au lendemain. C'est en tout cas ce qu'explique ici le gouvernement allemand, le gouvernement qui suit donc plusieurs pistes. Le développement accéléré des énergies renouvelables, qui représente déjà un peu plus de la moitié de la production d'énergie en Allemagne, d'électricité, pardon. La sortie du charbon pourrait également être repoussée. Berlin a conclu également il y a quelques jours un accord pour construire le tout premier terminal méthanier dans le nord du pays, ce qui lui permettra de recevoir du gaz liquéfié par voie maritime et de réduire ainsi sa dépendance au gaz russe. Mais il s'agit encore une fois de solutions à moyen
moyen et à long terme. Or, certains économistes qui soutiennent ici en Allemagne l'idée d'un embargo sur les importations énergétiques russes estiment que l'Allemagne serait en réalité tout à fait en mesure d'accuser le choc. Le pétrole et le charbon peuvent être remplacés rapidement. Le problème, c'est essentiellement le gaz. Mais on recommande, et les économistes recommandent au gouvernement allemand de diversifier autant que possible et le plus rapidement possible ses approvisionnements pour remplir les réserves, tout du moins pour tenir l'hiver prochain. Alors évidemment, le prix à payer pour l'Allemagne serait néanmoins assez élevé, mais gérable, puisque les économistes partent sur une baisse du PIB d'1,5 à 3%. Et puis, il faudra aussi évidemment que le gouvernement intervienne pour aider les ménages et les entreprises les plus affectées. Merci beaucoup, Anne. Très brièvement, Mathieu, il y a aussi une autre inconnue, si on peut l'appeler comme ça, c'est la Chine dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Et la Chine qui regarde aussi de très près toutes ces spéculations autour du pétrole, puisque une des choses on pourrait très bien aussi penser que la Chine pourrait être contente de récupérer du pétrole à bas prix si personne n'en veut finalement de ce pétrole russe. Donc est-ce que les États-Unis suivent aussi cette relation avec la Chine en même temps, tout en essayant de gérer les répercussions de la guerre en Ukraine sur les relations avec la Russie ? Alors, je dirais que non seulement les États-Unis suivent un peu effectivement les échanges entre la Chine et la Russie, mais je dirais même que c'est l'absolue priorité de la Maison-Blanche. Même si ça n'est pas régulièrement formulé par Joe Biden, la Chine reste l'obsession. Et évidemment que le rôle de la Chine dans cette guerre en Ukraine est absolument déterminant. La Chine constitue-t-elle la base arrière de la Russie dans cette opération ? C'est une des questions que se posent notamment les généraux du Pentagone ici, et pas uniquement dans le domaine énergétique. Ce qui est certain, c'est que si la Chine le décide, elle est capable à elle seule d'annuler la quasi-totalité des effets de l'ensemble des sanctions économiques infligées à la Russie. Pour le moment, ici, à Washington et dans l'environnement de Joe Biden, il n'y a pas de signaux extrêmement marquants qui pourraient nous permettre de déduire effectivement ce soutien chinois à la Russie, en tout cas pas un soutien appuyé, mais effectivement, dans le domaine énergétique, et parce que vous l'avez rappelé, le besoin de l'Amérique en tant que client pour la Russie n'est pas primordial. Il suffira d'un claquement de doigts de Pékin pour annuler toute forme de sanctions dans le domaine énergétique perpétrée contre les Russes par les Américains. Merci beaucoup Mathieu Mabin. Merci pour ces explications. Merci Anne Maillet d'avoir été avec nous aussi. Merci à vous tous. Très bon week-end à tous et restez sur France 24. France 24 et RFI présentent. Chaque jour, des milliers de civils ukrainiens doivent s'enfuir loin de chez eux pour survivre. Tout quitter, seul ou en famille, pour tenter de se reconstruire. Heureusement, de nombreuses nations les accueillent avec le concours de bénévoles. Sur France 24 et RFI, nous faisons le point sur la solidarité avec les Ukrainiens dans une émission spéciale en direct. Ukraine, le soutien aux réfugiés sur France 24 et RFI.